Bon retard, veuillez nous en excuser. Dans le cadre du programme des webinaires d'Alma Consulting Group consacré au financement de la recherche et de l'innovation, nous vous proposons d'aborder aujourd'hui le crédit d'impôt recherche en se focalisant tout particulièrement sur les points de vigilance pour une déclaration sécurisée. Et pour en parler, nous accueillons nos deux intervenants, Arnaud Sansonetti. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et Émeric Avizou. Bonjour Émeric. Bonjour. Vous êtes tous les deux experts en fiscalité de l'innovation chez Alma Consulting Group. Plusieurs dispositifs permettent de financer vos travaux de recherche et d'innovation, parmi eux bien évidemment le crédit d'impôt recherche, une source de financement incontournable pour les entreprises. On constate cependant que le CIR évolue dans un contexte fiscal de plus en plus tendu. Pour illustrer cela, on peut évoquer par exemple le nombre de contrôles du CIR qui a été multiplié par 1,5 depuis 2008. Il est donc impératif de maîtriser les règles afférentes au dispositif du CIR. En se basant sur l'expérience acquise par Alma Consulting Group qui accompagne ses clients depuis la mise en place de ce dispositif, eh bien l'objectif de ce webinaire est de vous apporter des précisions sur les points de vigilance à identifier. La finalité de tout ça, c'est de sécuriser la déclaration de CIR et ainsi anticiper la constitution de ces dossiers. Plus spécifiquement, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les points de vigilance liés à la justification scientifique du CIR, au calcul du CIR et à la demande de restitution. Et nous terminerons par les questions-réponses, car ce webinaire se veut interactif. Vous pouvez poser vos questions en utilisant la fenêtre de chat qui apparaît sur votre écran à droite. Un petit conseil, posez vos questions tout au long de ce webinaire, ça nous donne le temps de pouvoir réceptionner les questions et nous pourrons également y répondre tout au long de ce webinaire. On démarre avec vous, Émeric, sur les difficultés inhérentes au contrôle du crédit d'impôt recherche. Oui, donc aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, si vous pratiquez le crédit d'impôt recherche depuis un certain temps, que ce dispositif est soumis très souvent à contrôle de la part de l'administration, mais pas seulement, il peut être également vérifié par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui peut être amené à mandater des experts pour expertiser le contenu et le fond scientifique. Donc c'est un contrôle qui se veut assez souvent bicéphale, avec l'administration fiscale qui regarde la partie fiscale de la déclaration et le ministère qui va être mandaté, ou les D2RT, quand je parle du ministère, on peut parler de leur délégation régionale, les délégations régionales de recherche et technologie, qui vont être mandatées pour expertiser le fond scientifique et la pertinence du personnel retenu dans le cadre des valorisations qui ont été faites par les sociétés. Vous pouvez être confronté dans ce cadre-là à différentes typologies de contrôle, que sont les vérifications de comptabilité, c'est le contrôle fiscal classique tel qu'on le connaît dans tous les domaines de la fiscalité, le contrôle à l'initiative du MESR, qui est spécifique au CIR, puisque c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui va directement vous demander les dossiers pour en émettre un avis qui sera éventuellement transmis à l'administration fiscale, puisque l'administration fiscale, dans tous les cas, reste la seule compétence pour effectuer un redressement du CIR éventuellement. Et on peut également avoir un contrôle de la déclaration réalisée dans le cadre d'une demande de restitution d'une créance de CIR. Par exemple, les sociétés qui ne payent pas d'impôt sur les sociétés peuvent être amenées à demander cette réclamation et donc être amenées à justifier très précisément leur déclaration de CIR. Donc, nous allons vous présenter les différents éléments de vigilance qu'il faut avoir dans le cadre de la déclaration de son CIR, en commençant par la justification technique du CIR, la justification scientifique des projets. Merci Émeric. Donc effectivement, un point important est le point donc, scientifique du CIR et technique qui vise donc, le but ici va être de montrer que les projets et les travaux réalisés de R&D respectent les critères d'éligibilité du crédit d'impôt recherche. En effet, le crédit d'impôt recherche est un processus déclaratif et on peut être amené à être contrôlé après déclaration dans un délai assez court ou 3 ans après. Ce contrôle est effectué par le vérificateur, donc qui a plutôt une formation fiscale. Il peut être assisté, comme l'a dit Émeric, par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, qui cette fois-ci est beaucoup plus spécifique et compétent sur le domaine d'activité de la société et pourra se positionner en tant qu'expert. Même si le contrôle n'est pas systématique, il est indispensable d'avoir un dossier justificatif à disposition lorsque le contrôle se déclenche.
pour pouvoir justement justifier l'éligibilité de ces critères. C'est le premier point. Et le deuxième point, il faut savoir que pour justement justifier ces projets, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a établi un modèle, une trame, qu'il convient de respecter, que nous recommandons, nous recommandons de respecter cette trame. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est qu'elle évolue chaque année. Et même si le dossier est constitué juste après la réalisation des travaux, en vue d'un contrôle, on va dire, qui se déclenche dans un délai très court, si le contrôle se déclenche 3 ans après, il faut être vigilant et s'assurer que la trame qui a été suivie à l'époque est toujours d'actualité. Donc, le dossier technique justificatif a pour vocation de montrer le respect des critères d'éligibilité, comme je l'ai dit. Pour ça, il y a effectivement la rupture avec l'état de l'art, l'incertitude scientifique, le développement expérimental et les progrès scientifiques. Alors voilà, souvent, effectivement, un bon indicateur est pour savoir si le dossier est bien rédigé ou non, c'est de regarder l'avancée scientifique ou technologique. En effet, le crédit d'impôt recherche, les travaux ont pour but d'enrichir l'état des compétences ou l'état des techniques existantes. Donc, dans la partie, on va dire, progrès, donc finale, si le dossier est bien rédigé, on doit vraiment bien constater une avancée technique. Et les points de vigilance, c'est qu'il ne faut pas faire de confusion avec l'objectif fonctionnel du projet. Il faut bien s'assurer qu'effectivement, même si les performances ont été atteintes, on a bien été dans une avancée technique, une avancée technologique dans les travaux qui ont été réalisés. De la même manière, souvent dans la vie d'une entreprise, un projet de R&D peut correspondre à un projet commercial ou à un projet assez important dans son ensemble. En termes de crédit d'impôt recherche, on va vraiment se focaliser sur les axes scientifiques et techniques. Et il ne faut pas se limiter à la description du projet commercial, mais bien décrire l'ensemble des avancées qui ont pu être réalisées dans le cadre de ce projet, c'est-à-dire qu'il peut être composé par exemple de différents sous-projets de R&D éligibles, et ces sous-projets-là qu'il faut montrer dans ce dossier justificatif. Alors, si effectivement l'avancée technique et scientifique a pu être mal identifiée ou mal formalisée, cela peut venir du fait que l'état de l'art a été mal formalisé. En effet, à chaque début de travaux, on identifie l'état de l'art, l'état des connaissances. C'est ce qui donne le point de départ en fait de notre projet, et il faut montrer qu'il y a une rupture avec l'état de l'art pour atteindre l'objectif que l'on s'est fixé. Alors, ce qu'il ne faut pas faire effectivement, c'est éventuellement se limiter à la démonstration de l'absence d'équivalence chez les concurrents. Effectivement, ce n'est pas parce que les concurrents n'ont pas de produit équivalent que le projet est forcément R&D éligible aussi. Ça montre le côté nouveauté, mais on n'est pas forcément dans le côté rupture avec l'état de l'art. Il faut vraiment en parler, mais également axer sur le fait qu'il n'y avait pas les techniques existantes ou les technologies existantes qui permettaient de réaliser l'objectif. Le deuxième important, et de plus en plus maintenant, c'est que l'état d'art doit être réalisé avec une analyse des références bibliographiques qui doivent se retrouver, être reportées dans cet état d'art. On ne peut plus simplement décrire un état de l'art et mettre des références bibliographiques à la fin sans y faire référence. C'est très important de le faire, même s'il y a la référence bibliographique, si on n'y fait pas référence, ça peut être mis en question par l'administration. Si cet état de l'art effectivement est bien démontré, on a ensuite un certain nombre d'incertitudes scientifiques et technologiques qui en découlent. Là aussi, c'est un point important, hein, c'est ce qui va révéler et qui va donner vraiment du sens à vos travaux de R&D, on va dire dans la partie concrète, c'est vraiment la levée de ces verrous scientifiques. Et là aussi, ce qu'il faut faire attention, c'est pas de se focaliser sur des incertitudes fonctionnelles ou des incertitudes de fonctionnement, de performance. Il faut vraiment axer son discours et sa description sur les incertitudes techniques et scientifiques que l'on peut être amené à lever. Aussi, ce que l'on peut constater, c'est éventuellement des contraintes. Souvent, un projet dans une entreprise, une contrainte, des normes par exemple, le respect de cette norme n'est pas forcément une incertitude scientifique ou technique. Il faut effectivement montrer que respecter cette norme va entraîner des incertitudes scientifiques derrière. Voilà, donc ne pas se limiter à ces contraintes qui peuvent être spécifiques au contexte de l'entreprise. Ensuite, effectivement, on a la démarche expérimentale. Il faut montrer une démarche expérimentale. Qu'est-ce qu'une démarche expérimentale? C'est des itérations dans la réalisation des travaux. Une hypothèse, un essai, un résultat, l'analyse de ce résultat, et en fonction de l'analyse de ces résultats, éventuellement, une nouvelle hypothèse, un nouvel essai, un nouveau résultat, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir la solution finale. Alors, c'est vrai que par nature, on a tendance à montrer la solution finale. Dans le cadre du crédit d'impôt recherche, ce que l'on aime, c'est montrer la difficulté des travaux
et donc la suite éventuellement d'échecs que l'on a pu avoir dans la réalisation de ces travaux. Donc, il ne faut pas se limiter à la description de la solution finale, mais bien démontrer l'ensemble de la démarche expérimentale qui permet de montrer ces différentes itérations. Par ailleurs, effectivement, il ne faut pas hésiter, même si c'est simplement regardé par le vérificateur, à apporter des éléments vraiment très techniques et précis sur le projet. Ça renforce la qualité du dossier, ça montre effectivement que c'est très pointu et ça peut éventuellement pousser le vérificateur à attester de l'éligibilité du projet sans faire appel au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci. Alors, vous commencez déjà à poser vos questions et vous avez bien raison. On en a une sur ce qui a été évoqué à l'instant par Arnaud concernant l'état de l'art. Pour notre projet, nous avons réalisé un benchmark des technologies existantes chez nos concurrents. Est-ce qu'on peut l'utiliser, nous demandons? Oui, en fait, vous pouvez utiliser les benchmarks que vous avez réalisés pour l'analyse des produits, des technologies concurrentes avant le développement de votre propre produit. Pour autant, il est à manipuler avec précaution dans la mesure où il faut vraiment que de ce benchmark, vous puissiez faire découler une vraie incertitude technologique ou scientifique liée au fait que les concurrents font des produits mais ne résolvent pas certains problèmes techniques ou que les problèmes techniques que vous devez résoudre pour aboutir à une solution déterminée n'ont pas été résolus par vos concurrents. Donc le benchmark peut être utilisé, mais il est à manier quand même avec précaution et éventuellement à servir à sortir une incertitude technologique que vous allez essayer de lever. Parfait, on va poursuivre sur la justification scientifique du CIR. On reviendra sur la trame, justement, parce qu'il y a plusieurs questions qui arrivent. On y reviendra tout à l'heure. Très bien, donc effectivement, il est indispensable, comme j'ai pu vous le dire, de bien présenter la description des travaux dans ce dossier technique, ce qu'on appelle nous dossier technique, qui permet de justifier donc, scientifiquement le crédit d'impôt recherche. Mais il ne faut surtout pas oublier d'apporter tous les documents en interne que vous pouvez avoir, des rapports d'essai, des rapports de test, la rédaction des cahiers des charges, des comptes rendus, des mails, des photos, des vidéos, des prototypes éventuellement qui ont été réalisés. Ça permet de renforcer ce dossier. Et ça permet surtout aussi d'attester de la réalité des travaux décrits, car par expérience, on peut s'apercevoir que l'administration est de plus en plus demandeur comme ça de documents internes permettant de justifier la réalité des travaux décrits. Et aussi, ça permet une autre chose, Émeric y reviendra sûrement après dans le calcul du CIR, c'est sur l'implication des salariés. Effectivement, il y a une notion de technicien et de chercheur à respecter dans le cadre du calcul du CIR, et ces documents internes peuvent démontrer l'application de certains salariés de l'entreprise qui n'ont pas dans leur fiche de poste, par exemple, vocation à faire des travaux de R&D. Je pense notamment à certaines personnes qui peuvent être dans le service de production, qui vont être les personnes qui vont réaliser les prototypes sur lesquels des essais vont être réalisés, mais qui peuvent être remis en question par l'administration de par justement leur fonction qui est plutôt associée à de la production. En plus de ces documents qui permettent de montrer effectivement la réalité des travaux et éventuellement l'implication des salariés, ne pas hésiter aussi à présenter tous documents qui peuvent renforcer le caractère R&D des projets. Bien entendu, c'est ce que nous on appelle les indicateurs R&D. Donc bien entendu, il y a les publications dans des revues scientifiques ou techniques. Éventuellement, si vous avez des subventions, tous les dossiers ou les progress reports que vous pouvez faire dans le cadre de ces subventions sont évidemment à indiquer et à transmettre également au service. Si vous avez fait un dépôt de brevet, même si le brevet n'est pas encore déposé, accepté, en tout cas la demande de dépôt de brevet peut être également transmise, ça donne un certain nombre d'informations, notamment sur le côté nouveauté. Ce n'est pas limitant, c'est-à-dire qu'un brevet ne veut pas dire que le projet forcément est R&D, mais en tout cas c'est un bon indicateur. Comme on dit, ce sont des indicateurs. Et bien entendu, tout autre prix ou autre récompense dans le domaine de la R&D et de l'innovation sont à mettre en avant. Il faut savoir que ça plaît beaucoup à l'administration parce que ça permet effectivement de montrer que l'entreprise partage ses avancées au-delà de l'entreprise, de son savoir-faire à elle, qu'elle fait également avancer justement l'état des techniques existantes ou l'état des connaissances de l'homme de métier. Et c'est vraiment la vocation du CIR et c'est ce que recherche l'administration. Voilà. Donc c'est vraiment des choses à mettre en avant. Ensuite, il y a donc une particularité sur laquelle on voulait vous alerter, c'était les projets informatiques. Les projets informatiques font l'objet d'un traitement un peu particulier par l'administration. Alors, ils sont assez dans le viseur de l'administration et
vue plus d'attention. Il faut savoir que l'administration possède une brigade spécialisée donc, de vérification des comptabilités informatisées, qui est une brigade dont les personnes ont des compétences en informatique et sont amenées à se prononcer sur l'éligibilité des projets informatiques au tri judiciaire. Donc c'est leur expert interne. C'est vraiment une brigade de l'administration fiscale, ce n'est pas des experts du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc là, on est vraiment dans le même cadre qu'une discussion avec le vérificateur. On peut justement discuter sur les projets informatiques avec cette brigade, donc la VDCI, ce qui est assez appréciable puisque c'est plus difficile de discuter avec les experts du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et on sait par expérience que toute discussion et rencontre avec les experts facilite la compréhension des projets et souvent amène à l'administration à valider les projets. Donc voilà, une brigade spécialisée pour les projets informatiques, il faut le savoir, et il faut savoir effectivement que ça permet de meilleures discussions. Merci. Alors, on a une question, on a parlé donc à disposition des documents. On nous pose une question en cas de confidentialité du projet, qu'en est-il de ces documents? Alors, il faut savoir qu'en fait, que ce soit les vérificateurs ou les experts du ministère sont tenus à la confidentialité la plus stricte sur les documents qu'ils reçoivent. Pour eux, en fait, ils signent des chartes de confidentialité. Pour un expert de l'administration fiscale, donc un contrôleur fiscal, il n'a pas le droit de divulguer, ça fait partie du secret professionnel et ça relève du pénal pour lui en cas de divulgation d'informations. Il en est de même pour un expert du ministère à qui on confie cette mission, ce sont des missions très confidentielles et vous ne pourrez jamais opposer la confidentialité à un expert pour dire que vous ne pouvez pas transmettre les informations. Le seul cas où ça peut exister, c'est un cas de confidentialité secret défense, avec un niveau un peu élevé d'accréditation quand même. Et dans ce cas-là, il faut bien le signaler à l'administration fiscale, qui, elle, ira chercher un expert mandaté spécifiquement et agréé spécifiquement pour ce niveau de confidentialité. Parfait, merci. On continue avec un autre point de vigilance sur le calcul du CIR. Donc là, nous venons voir comment les différents points de vigilance à avoir pour constituer le dossier technique justificatif qui va justifier le fond scientifique des projets. Maintenant, nous allons voir quelques points de vigilance sur le calcul des dépenses qui vont permettre de calculer la base éligible et le crédit d'impôt recherche. Donc, sur les dépenses de personnel, il y a beaucoup de points de vigilance à avoir, notamment sur, dans un premier temps, la qualification des salariés. Souvent, en cas de contrôle, l'administration, une des premières choses qu'elle vous demande sont les diplômes, les CV des personnes. Généralement, ils demandent les diplômes principalement et les CV accessoirement. Savoir que l'objectif pour vous sera d'essayer de justifier au maximum les compétences techniques du personnel retenu dans le cadre de la valorisation et de démontrer qu'ils sont impliqués étroitement sur les activités de R&D. Pour les ingénieurs, qu'ils ont bien participé, les cadres et ingénieurs, qu'ils ont bien participé à la résolution de problématiques techniques que vous avez décrites dans le dossier, donc vous avez la preuve de leur implication directe. Pour tout ce qui est technicien, ouvrier et TAM qui aurait pu être retenu pour la participation au projet dans le cadre de la fabrication de prototypes, de bien leur étroite collaboration avec ces ingénieurs. Alors les fiches de poste, les CV, les diplômes permettent de bien montrer la compétence des personnes, leur expérience et leur mission au sein de la société pour justifier leur éligibilité aussi. Donc bien penser à ça très en amont de la déclaration. Le suivi des temps passés, donc outre l'implication technique la qualification technique des salariés retenus dans le tir, il faut aussi démontrer que le temps que vous avez retenu affecté aux opérations de R&D n'est pas un temps qui est déterminé, disons-nous, forfaitairement. En fait, ce que refuse l'administration et ce que les textes refusent catégoriquement, c'est toute détermination forfaitaire. Dire mon service développement, toutes les personnes du service sont à 80% en R&D. Voilà. Donc ça, ce sont des déterminations forfaitaires qui sont basées juste sur une estimation d'une activité et pas concrètement sur la réalisation d'opérations de R&D. Donc dans la meilleure des situations, c'est d'avoir des fichiers de suivi de temps, donc des fichiers de pointage, peu importe la granularité que vous y mettez, ou hebdomadaire, mais il faut pouvoir justifier d'une affectation des personnes de manière individuelle sur des projets identifiés.
En cas d'absence de pointage, il faut constituer des fiches de temps pour bien marquer et acter le choix que vous avez fait du temps passé par les personnes sur les projets. Si dans certains projets, vous pouvez être amené soit par le biais des pointages, soit par le biais de l'activité de la personne à valoriser une personne à 100% de son temps sur une activité R&D, il faut constituer une justification spécifique pour ces personnes-là de manière à être sûr de pouvoir démontrer, soit par leur CV, soit par leur fiche de poste, soit par leurs activités réelles sur le projet, qu'ils sont effectivement affectés à 100%. Quelques exemples, hein, prendre du personnel, donc prendre un jeune docteur qui vient d'être embauché à 100% R&D, ça ne paraît pas aberrant, même si l'administration dira le contraire en disant qu'il y a au moins 10% de temps passé à des réunions ou à de la formation, des choses comme ça, c'est tout à fait possible d'avoir une personne qui ne fait que de la recherche. Par contre, quand vous arrivez sur un directeur R&D ou vous arrivez sur un manager de projet qui passe 100% de son temps en R&D, là, il va falloir fournir des justificatifs très sérieux pour pouvoir justifier de ce temps passé. Troisième point, ce sont vraiment là liés au calcul de la base éligible, donc du montant des dépenses engagées éligibles au CIR, sont les charges patronales et leurs accessoires de rémunération. C'est un sujet récurrent dans le cadre des contrôles. Donc aujourd'hui, il y a de nombreuses jurisprudences, notamment sur l'intéressement et la participation. Le Conseil d'État a tranché sur leur éligibilité au titre du CIR, donc ils peuvent être inclus dans le calcul des coûts horaires des salariés. Et très récemment, le 1er avril dernier, il y a eu une instruction de l'administration fiscale qui vient d'être précisée, clarifiée et qui liste de manière exhaustive les charges qui sont éligibles au CIR de celles qui ne le sont pas. Donc, je vous engage à vous reporter à cette instruction sur les bulletins officiels des finances publiques sur le site de l'administration fiscale. Et il est même possible aussi de voir sur le site internet d'Alma Consulting Group, on avait fait un webinaire sur ce sujet-là et qui est encore disponible en ligne sur justement les cotisations sociales obligatoires. Exactement. Les dépenses de veille technologique. Donc là, aujourd'hui, on constate que les frais de personnel qui sont retenus dans le cadre de ces dépenses, sur du personnel qui n'a pas participé à des congrès scientifiques et technologiques, mais sur du personnel qui aurait participé juste à la collecte d'informations via de l'étude bibliographique sur Internet, de la lecture de revues ou autre, sont des frais qui sont systématiquement remis en cause par l'administration et avec une possibilité de défense qui devient de plus en plus difficile. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de retenir uniquement le temps passé par le personnel dans ce poste de dépense, par le personnel passé à des congrès scientifiques et techniques. Attention, il faut être en mesure de bien prouver qu'il s'agit de congrès scientifiques et techniques et pas de salons d'exposition commerciaux. Cependant, sur certains salons d'exposition commerciaux, il peut y avoir des tables rondes ou des congrès plus scientifiques et plus technologiques qui sont organisés en marge de ces salons. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut pouvoir démontrer de manière claire à un expert qui vérifiera votre dossier. Pour les dépenses de sous-traitance, il s'agit de dépenses pour lesquelles vous faites appel à un savoir-faire externe dans le cadre d'une société qui, elle, est agréée, qui va vous apporter des éléments que vous ne pouvez pas réaliser en interne parce que vous n'avez pas forcément les moyens. Donc, pour cela, vous pourrez retenir les dépenses dans le cadre du CIR, mais il va falloir être en mesure de prouver qu'il s'agit d'opérations éligibles en lien avec des projets que vous avez valorisés ou qu'il s'agit d'un projet en lui-même complètement éligible. Donc, il faut être capable de justifier le type d'opération qui est menée. Une facture n'est souvent pas forcément suffisante. Il faut peut-être essayer de récupérer des contrats, des cahiers des charges, des comptes rendus de réunion, montrer que les personnes ont été associées au travail de R&D que vous avez mené et montrer comment ils ont été associés pour pouvoir justifier que la dépense associée à ces factures correspond bien à une dépense liée à une activité de R&D. Donc le risque qui peut être identifié ensuite aussi sur ces organismes agréés, c'est qu'aujourd'hui, il y a une procédure de sortie d'agrément qui existe, qui fait qu'au cours d'une année, un organisme agréé peut sortir de son agrément s'il le souhaite. Il faut savoir que pour vous, qui faites appel à ces organismes et qui déclarez ces factures dans votre CIR, vous pourrez déclarer les factures sur le début d'année pendant qu'il est agréé, mais à partir du moment où il est sorti d'agrément, les factures qu'il va vous émettre par la suite sur les projets ne pourront plus être rentrées dans le cadre de calcul du CIR. Autre changement doctrinal assez récent, les déductions des subventions. Aujourd'hui, quand vous avez une subvention sur un projet de R&D, vous devez la déduire dès l'engagement des travaux sur ce projet.
Donc, dès que vous dépensez de l'argent sur ce projet de R&D qui va être subventionné, il faut déduire le montant de la subvention de l'assiette éligible. Il ne faut plus attendre que la subvention soit versée. Il faut vraiment la déduire dès l'engagement des travaux. À hauteur de la subvention, bien évidemment. Il ne faut pas déduire plus que ce que vous avez subventionné. Merci Émeric. Alors vous avez évoqué les dépenses de personnel. On a une question et je vous incite à poser vos questions en utilisant le chat sur votre écran. Question sur le personnel marketing et administratif qui participe à mon projet de R&D. Alors puis-je le valoriser et comment? Alors c'est une bonne question, effectivement. Il y a plusieurs réponses à cela. Alors si c'est un projet purement scientifique et technique, et que la personne, on va dire, du service marketing ou du service administratif va apporter une notion métier, là, on va être vraiment, ça va être difficile de montrer l'implication de ce type de personnel dans l'avancée technique et technologique du projet. Donc là, j'ai envie de vous répondre non. Par contre, on sait par expérience qu'il y a des projets qui peuvent être menés qui sont dans le domaine des sciences humaines et sociales, par exemple, dans le marketing, dans la pédagogie, dans un certain nombre de domaines comme ça, on peut effectuer de la recherche et dans ces cas-là, effectivement, ce type de personnel, en tout cas, peut bien entendu réaliser des travaux de R&D et être valorisé au crédit d'impôt recherche. Une autre particularité aussi, où par expérience on a pu valoriser du personnel, notamment de fonction marketing, c'est pour les projets qui sont, on appelle mix informatique, sciences humaines et sociales, où là en fait on va voir le développement d'un nouveau logiciel avec un aspect métier à prendre en compte. Et effectivement, la personne du marketing peut être consultée et donc valorisée dans le cadre de ce projet. Merci Arnaud. Vous avez conservé la parole pour nous parler du dernier point de vigilance, la demande de restitution du CIR. Oui, effectivement. Alors, le crédit d'impôt recherche, comme son nom l'indique, c'est un crédit d'impôt, donc on va l'imputer sur l'impôt sur les sociétés. Mais certaines sociétés ne payent pas d'impôt ou alors payent moins d'impôt que le montant de leur crédit d'impôt recherche. Ce montant de crédit d'impôt restant n'est pas perdu, il devient une créance auprès de l'État. On peut imputer donc les reliquats de crédit d'impôt recherche sur les trois IS suivants. Après cela, effectivement, on peut demander une restitution de son crédit d'impôt recherche. Pour certaines sociétés, la restitution du crédit d'impôt recherche peut être faite immédiatement. C'est pour notamment les PME, donc les petites et moyennes entreprises. Alors, pour cette restitution du crédit d'impôt recherche, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une réclamation contentieuse. C'est-à-dire que c'est une demande qui se fait auprès du service contentieux de l'administration fiscale. C'est bien entendu, du coup, comme c'est une demande, c'est soumis à validation de l'administration fiscale. Donc, on va dire que ce reliquat n'est pas systématiquement dû. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, cette procédure peut à l'origine d'une demande d'information complémentaire de l'administration fiscale. Effectivement, l'administration, dès qu'elle doit sortir de l'argent, elle n'aime pas trop ça, donc elle va forcément demander un certain nombre d'éléments s'assurant du bien fondé de la demande. Du coup, ça peut conduire à une acceptation totale, partielle ou un rejet de la réclamation. Alors, on va pas remettre, la réclamation va porter sur le reliquat de crédit d'impôt recherche, mais pas sur la totalité du crédit d'impôt recherche. C'est vraiment la créance qui va être examinée dans ce cas-là. S'il y a un refus, effectivement, les recours deviennent limités, puisqu'on est déjà au stade de la réclamation contentieuse. Donc, les discussions avec l'administration sont beaucoup plus limitées. Voilà, c'est une des problématiques également. Donc, c'est pour ça que nous, ce qu'on préconise, effectivement, dans le cadre d'une demande de restitution du crédit d'impôt recherche, c'est bien entendu de disposer, au moment de la demande, de tous les éléments justificatifs nécessaires. Alors, il faut en disposer en cas de demande d'information. On vous encourage même à les transmettre dès la demande de réclamation contentieuse, dès la demande de restitution du CIR, pour que l'administration puisse effectivement analyser le bien fondé de votre demande et, bien entendu, accepter le montant de crédit d'impôt recherche demandé. En conclusion, il faut retenir que si un contrôle n'est pas certain, il doit être envisagé. Effectivement, on est dans un système déclaratif, donc fortement soumis à contrôle. Notre expérience montre que le CIR est quand même assez régulièrement contrôlé et que dès que les montants atteignent certains niveaux, l'administration se penche sérieusement dessus et fait même souvent appel au ministère pour les vérifications. Donc, il est impératif de bien documenter son CIR en amont de la déclaration, dans l'idéal au fil de l'engagement, au fil de l'eau de l'engagement des dépenses,
plus vous documentez le dossier, plus vous aurez d'éléments justificatifs, plus ce sera facile de défendre votre dossier. Ces justificatifs préparés, collectés, doivent porter tant sur la partie technique que financière de la déclaration, de manière à justifier l'intégralité du dossier. Voilà. La qualité de la documentation va jouer un rôle important. Donc, si vous n'avez pas de pointage, par exemple, dans votre société, il est bon d'essayer de mettre en place un système de pointage parce qu'il permettra de justifier l'implication des personnels sur le projet. Si vous n'avez pas de formalisation écrite des résultats, des échecs ou des travaux menés sur le projet, il est bon d'essayer de mettre en place des sortes de résumés d'activités qui permettent de montrer que les activités menées tout au long de l'année, qui serviront aussi d'aide-mémoire, de pense-bête pour le chef de projet qui va devoir rédiger un projet, une documentation technique pardon, pour justifier l'éligibilité d'un projet. Sachez que dans ce cadre de tous ces points de vigilance, nous, dans notre travail chez Alma, nous avons développé une méthodologie d'analyse des points forts et des points faibles d'une déclaration via une outil de gestion des opportunités et des risques liés à une déclaration de CIR. C'est-à-dire qu'à partir des éléments que l'on collecte sur les différents projets retenus et sur les différentes activités qui peuvent rentrer dans le CIR, on établit une cartographie de l'éligibilité d'un projet que l'on place sur un SWOT pour savoir quelles sont les opportunités, les risques liés à un projet, ce qui va nous permettre de présenter une cartographie de la déclaration de CIR et de proposer également, et d'identifier et de proposer toutes les zones d'amélioration dans la documentation et dans la manière de justifier le crédit d'impôt recherche. Merci messieurs. Maintenant, place aux questions que nous avons reçues et que nous pouvons encore recevoir en utilisant la fenêtre de chat. Alors, on va essayer de les regrouper par thématique. On a commencé par la justification scientifique du CIR. On a parlé de cette fameuse trame du ministère. Question tout simple, où peut-on trouver la trame du ministère ? Alors, la trame du ministère se trouve sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. Donc, une recherche sur Google en tapant crédit d'impôt recherche et même en tapant juste crédit d'impôt recherche, déjà le site du ministère va apparaître dans les premières réponses. Et ensuite, il y a tout un onglet, effectivement, toute une partie sur leur site web qui est consacrée au crédit d'impôt recherche. Et on trouve donc le modèle de trame. Alors, qui se trouve effectivement, si je ne me trompe pas, dans le guide du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. Donc, il faut aller sur la partie CIR, dans la page web, sur la partie CIR donc, du site web du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. Et ensuite, vous recherchez le guide CIR. Il y a vraiment un guide CIR qui sort chaque année, qui donne les positions en fait, du ministère sur ce dispositif. Et en annexe, ils ont donc mis la trame leur trame, en fait, leur préconisation de rédaction. Toujours dans cette trame, la trame des fiches CIR doit-elle être revue en cas de contrôle fiscal pour l'ensemble des années faisant l'objet du contrôle en fonction des directives de l'année en cours? Alors, pas exactement, dans la mesure où les modifications qui sont apportées aux trames sont des modifications qui, sur le fond, n'impactent pas grandement la justification en elle-même de l'éligibilité. À partir du moment où vous justifiez votre éligibilité positionnée sur les trois piliers que sont l'état de l'art lacunaire, d'où résulte une problématique technique à résoudre, et des travaux que vous décrivez expérimentaux pour essayer de lever cette incertitude, à partir du moment où c'est décrit clairement dans la trame, il n'y a pas besoin de réécrire cette trame pour coller précisément aux modifications marginales qui peuvent être apportées d'une année sur l'autre. En revanche, là où il peut y avoir des demandes de modification, c'est sur les justificatifs à apporter, qui aujourd'hui sont de plus en plus précis, et notamment aujourd'hui la trame précise clairement que toutes les dépenses doivent être affectées à un projet, donc les dépenses de personnel, de dotation d'amortissement, de sous-traitance, doivent être clairement affectées à un projet. Donc là, il peut être nécessaire pour vous, au moment du contrôle, de revoir les tableaux de calcul et de valorisation de manière à les présenter sous le nouveau format qui est exigé ou rajouter les informations qui sont redemandées dedans. Alors, on va poursuivre avec le point de vigilance sur le calcul du CIR. Première question, peut-on déclarer du CIR pour une filiale sans salarié qui sous-traite sa R&D à la société mère? Alors en fait, là, vous faites appel au système d'organismes agréés, par exemple.
C'est-à-dire que la filiale sous-traite sa R&D à sa société mère. Si la filiale voulait reprendre les factures associées à ces dépenses, elle devrait faire agréer sa société mère pour pouvoir reprendre ses factures. Pour autant, comme elle n'a pas de salariés, si elle souhaite reprendre ses factures, aujourd'hui, dans le dispositif, il y a un plafond qui lui interdira ça, puisqu'effectivement, le maximum que l'on peut reprendre de factures d'organismes agréés dans un CIR est égal à 3 fois le montant des autres dépenses associées à côté. Si vous n'avez pas de dépenses de frais de personnel, de dotation aux amortissements ou autres, bah, vous ne pourrez pas reprendre ces montants d'organismes agréés dans le CIR de la société fille qui n'a pas de dépenses. Et il faudrait toutefois faire agréer votre société mère. Pour autant, je pense que le mieux dans ce cas-là est de déclarer la dépense de CIR au niveau de la société mère. Parfait, toujours au niveau des dépenses de personnel. Les cadres dirigeants qui ne sont pas soumis au suivi des temps passés peuvent-ils intégrer leur temps sur certains projets de R&D dans lesquels ils sont directement impliqués? Et il y a une question subsidiaire. Dans ce cas, une attestation sur l'honneur ou un autre document est-il probant? Alors, très bonne question. Effectivement, on a insisté sur le suivi des temps et ça concerne principalement les salariés qui ne sont pas au forfait jour, par exemple. Et c'est vrai que pour de nombreux cadres qui sont au forfait jour, ils ne remplissent pas forcément ce suivi des temps. Néanmoins, bien entendu, ils sont valorisables au crédit d'impôt recherche et l'absence de suivi des temps n'est pas problématique. Ce qu'il faut pouvoir justifier, c'est la détermination de l'implication R&D de manière rigoureuse et précise. Alors, ça peut être par exemple grâce à un agenda, on va dire, bien rempli, on peut montrer que voilà, le manager R&D qui n'a pas suivi des temps a réalisé un certain nombre de réunions de temps d'heures durant l'année, et c'est ce nombre d'heures-là qu'on a retenu dans le cadre du crédit d'impôt recherche. Voilà. Tout autre document en fait qui peut préciser effectivement l'implication de ce manager R&D ou de ce cadre dans les travaux de R&D sont à présenter à l'administration. Ça peut être des fiches de poste, par exemple. Dans la fiche de poste, il peut y avoir effectivement une tâche qui montre que cette personne est dédiée au management de projets R&D, au suivi de projets, qui participe au groupe de travail, ainsi de suite. Merci, messieurs. Écoutez, c'était la dernière question. On va pouvoir se retrouver prochainement pour le prochain webinaire d'Alma Consulting Group. Notez d'ores et déjà dans vos agendas le mardi 17 novembre à 10 h. Nous parlerons, nous l'avons évoqué tout à l'heure, des organismes agréés avec Florent Rioux et Sylvain Richer. Et puis, vous avez la possibilité aussi, comme on l'a dit régulièrement, de pouvoir récupérer les anciens webinaires qui sont toujours disponibles sur le site internet d'Alma Consulting Group. Sur ce site internet, on peut découvrir plein de choses, notamment le guide sur décrypter et maîtriser le contrôle fiscal du CIR en 6 points clés. Vous aurez donc la possibilité de pouvoir télécharger ce guide. Autre guide qui concerne plus les PME, tout savoir du crédit d'impôt innovation en 10 questions. Et puis, vous pouvez rester informé sur l'actualité du financement de l'innovation en vous abonnant à l'Alma News Innovation. Pour aller encore plus loin, des vidéos sur le contrôle fiscal du CIR, sur les 3 fondamentaux pour sécuriser son CIR. Les vidéos sont évidemment consultables sur Alma Consulting Group. Et puis voilà, comme on l'a dit, vous pouvez récupérer les anciens webinaires. Merci, messieurs, c'est bien agréable d'être avec vous ce matin. Merci, Émeric Avizo et Arnaud Sansonetti. Merci à Karima Mebarek pour l'organisation de ce webinaire. Karima, que vous pouvez contacter pour toute question, information, inscription. Et pour finir, sachez que la présentation d'aujourd'hui